I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Disney broie du noir avec Blanche-Neige 2025. Déjà dans le coma au niveau du box-office, ce film ne se relèvera pas. 1,5 sur 10 sur l'IMDb, 1,8 sur 5 sur Allociné de la part de la presse, 2,1 sur 5 de la part du public. Le bouche à oreille n'est pas bon. Ce film au budget annoncé de 250 millions de dollars hors marketing, d'après le New York Times, ce n'est pas 250 mais 350 millions de dollars. Avec le budget marketing, nous sommes donc aux alentours de 450 millions de dollars. Blanche-Neige est d'ores et déjà sur les tablettes des plus gros flops de l'histoire alors que sa première semaine d'exploitation est catastrophique. En effet, au bout d'une semaine d'exploitation, elle n'a même pas atteint les 100 millions de dollars au box-office mondial. Pour un film de cette envergure, c'est cataclysmique. Pour vous donner un ordre d'idée, Indiana Jones 5, qui a à peu près le même budget que ce film, et qui a d'ailleurs mieux démarré que ce film, eh bien, Indiana Jones 5, c'est une perte sèche de plus de 250 millions de dollars pour ses producteurs. Accident industriel dont Disney devient un habitué. Alors cet échec, d'ores et déjà retentissant, est-il mérité? Que vaut véritablement ce film? Alors la première chose à dire, c'est que les reshoots massifs qu'a subi ce film se font parfois ressentir. Peut-être y a-t-il eu un manque de temps, des délais trop courts, notamment pour les effets spéciaux. Il y a beaucoup de critiques concernant le jeu d'acteurs, le jeu des acteurs et des actrices de ce film. Au-delà de leur qualité d'acteurs, je critiquerai surtout la direction de ces acteurs. Je trouve que c'est surtout que les acteurs sont mal dirigés et donc ça ne les aide pas. D'ailleurs, il y a parfois des problèmes criants au niveau de la mise en scène. La direction artistique, elle aussi, est à critiquer. Notamment l'apparence des nains. Ce n'est pas qu'un problème d'effets spéciaux, c'est aussi un problème de choix. Je vous parle des nains, je ferai mieux, nous allons y revenir, de vous parler de créatures magiques. Il faut aussi savoir que ce film est une comédie musicale. Les chansons de ce film, les chansons nouvelles, parce qu'il y a certaines chansons qu'on connaissait déjà, mais les chansons nouvelles sont souvent assez quelconques et s'oublient vite, hormis peut-être la chanson principale. Waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, someway. Et bien sûr, à côté de tout ça, il y a l'histoire, le scénario. Il y a pas mal de changements lorsqu'on le compare à la version du Blanche-Neige 1937. Nous allons nous y attarder maintenant, et ça va d'ailleurs être très intéressant puisque ça va nous permettre de constater comment le progressisme influe sur les films actuels. Donc Blanche-Neige est une princesse née un soir de tempête de neige, d'où son nom, Blanche-Neige. C'est déjà un changement par rapport à la version originale de Disney. La mère de Blanche-Neige décède alors que Blanche-Neige n'est encore qu'une enfant. Son père, le roi, va donc se remarier. Il va épouser une très belle femme qui s'avéra être une sorte de magicienne obsédée par son apparence et par le fait d'être la plus belle de toutes les femmes. Elle a un miroir magique à qui elle demande régulièrement qui est la plus belle. Mais elle n'est pas seulement obsédée par sa suprématie sur le plan esthétique. Elle est aussi très avide de pouvoir. Elle va alors pousser le roi à la mort en le convainquant d'aller à la guerre et elle va se retrouver seule au pouvoir. Elle va recruter des paysans pour en faire des soldats. Elle va donc rassembler des troupes. Ça aussi c'est un changement. Puis, avec ses soldats, elle va piller les richesses du royaume. Elle traite Blanche-Neige comme une servante et elle l'enferme dans le château, lui interdisant d'en sortir. Tant que le miroir disait à la reine qu'elle était la plus belle, il n'y avait pas vraiment de problème supplémentaire entre Blanche-Neige et sa belle-mère. Mais un jour, le miroir dira à la reine que c'est Blanche-Neige la plus belle. La reine, pleine de rage, va alors demander à un de ses chasseurs d'emmener Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Elle va lui demander de ramener le cœur de Blanche-Neige dans un coffret.
Le chasseur part alors avec Blanche-Neige dans la forêt, soi-disant pour cueillir des pommes. Il va à un moment alors brandir son arme vers Blanche-Neige. Le chasseur est noir, c'est une différence avec la première version. Pour des raisons de diversité, nous verrons l'impact que ça va avoir sur l'histoire. Continuons pour l'instant. Donc le chasseur va à un moment brandir son arme contre Blanche-Neige. Et la première différence, on voit que ce n'est pas du tout la même Blanche-Neige qu'en 1937. Cette Blanche-Neige-là ne recule pas. Elle ne recule pas d'un pouce. C'est une grosse différence avec la Blanche-Neige de 1937 qui, elle, est terrifiée par ce qui se passe, lève les mains en l'air, essaie de se protéger avec ses bras, se retrouve acculée contre une grosse pierre, représentant la demoiselle en détresse face à un danger imminent. Le chasseur, comme dans l'original, ne pourra pas tuer Blanche-Neige. Il va lui dire de fuir, en lui apprenant que sa belle-mère veut sa mort. Blanche-Neige, dans l'original, s'enfonçait dans la forêt, et s'enfonçait dans le noir, dans l'obscurité, et elle avait très très peur dans une forêt qu'elle ne connaissait pas, livrée à elle-même. Elle est terrifiée, et donc nous allons voir, à travers son regard, cette forêt où elle voit des ombres, où elle voit des regards sur elle. Les arbres ont l'air d'être vivants. Très rapidement, on comprend que tout ce qu'on a vu ne se passait en fait que dans sa tête et qu'il n'y a pas de danger dans cette forêt. La nouvelle version, quant à elle, joue sur cette ambiguïté-là. La forêt paraît magique. Et d'ailleurs, elle va nous dire plus tard que son père lui avait dit que cette forêt était magique. Donc Disney brouille les cartes à ce niveau-là. Et pourquoi Disney fait ça? Disney veut nous présenter une Blanche-Neige qui est une femme forte. Ils veulent que cette Blanche-Neige représente la bravoure. Ce sont des traits traditionnellement associés à l'homme, au masculin. Être fort, être brave, être courageux, affronter le danger, etc. Blanche-Neige doit incarner ces nouveaux traits de caractère. Et donc, elle vient de faire face à un homme qui brandit une arme vers elle. Ce serait un peu embarrassant et un peu contradictoire de juste après nous dire qu'elle a peur dans le noir. Du coup, la scène qui suit a été modifiée et on dirait qu'elle fait face à de véritables dangers dans cette forêt magique. Quelque chose qui était simple dans le Blanche-Neige original, quelque chose qui était juste dû à la peur de Blanche-Neige dans l'obscurité. Quand elle traverse cette forêt et que les branches des arbres semblent être comme des doigts crochus qui attrapent sa robe, ce n'était que la peur de Blanche-Neige. Mais cette peur, il faut évidemment l'amoindrir dans la nouvelle version, puisqu'elle n'est pas censée être quelqu'un qui a peur. Rien qu'avec ces deux scènes, quelqu'un qui fait un petit peu attention voit tout de suite la volonté de la part de Disney d'effacer la féminité, en vérité, de Blanche-Neige. Blanche-Neige est masculinisée. Dans la réalité, une femme qui fait face à un homme qui brandit une arme vers elle, elle a peur. Elle a peur et c'est pas un problème. C'est normal qu'elle ait peur. Et une femme toute seule dans la forêt, déjà un homme pourrait avoir peur, alors une femme encore plus. Évidemment que Blanche-Neige, qui représente la féminité, c'est vraiment l'archétype de la féminité, Blanche-Neige. C'est la féminité, c'est la pureté aussi. On le verra avec tous ces oiseaux, tous ces animaux qui viennent vers elle. Elle représente la féminité, la pureté, c'est vraiment l'archétype de la féminité. Évidemment qu'elle a peur toute seule dans le noir, et il n'y a pas besoin que la forêt soit magique ou quoi que ce soit. Les animaux sur qui elle tombe vont alors l'emmener vers une maison, une petite maison au cœur de la forêt. Elle entre alors dans la maison, et dans l'original, il y a de la vaisselle sale, le sol est sale, il y a du désordre. Elle s'exclame devant ce bordel, et elle se dit « Je vais nettoyer tout ça, comme ça, lorsque les habitants de cette maison, ceux qui possèdent cette maison, vont revenir, ils vont vouloir me garder. » Voilà son idée. Ils seront contents, lorsqu'ils vont venir, de voir que cette maison est redevenue propre. Donc elle nettoie la maison avec un peu d'aide des animaux, ce qui est évidemment inacceptable pour Disney en 2025. Une femme qui nettoie une maison, une femme qui fait le ménage, jamais de la vie. Dans cette nouvelle version, Blanche-Neige va entrer dans la maison, regarder un petit peu autour d'elle, monter les escaliers, voir le lit des gens. Elle est dans la maison
d'autres personnes et s'affaler immédiatement, tranquillement, dans le lit des gens. Dans l'original, elle avait d'abord fait le ménage dans toute la maison. Et ça, c'était après tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Donc on pouvait comprendre qu'elle était fatiguée, qu'elle était épuisée, et mentalement et physiquement, et que c'est pour ça qu'elle s'était affalée dans les lits des nains. Dans cette nouvelle version, elle ira directement dormir dans le lit des nains. Je parle de nains, ce ne sont pas vraiment des nains. D'ailleurs, on va faire leur connaissance juste après ça. Il s'agit en fait de créatures magiques. D'ailleurs, ils ont un pouvoir, ils ont les mains qui s'illuminent, et lorsqu'ils touchent le minerai, lorsqu'ils touchent les pierres s'illuminent aussi. Et d'ailleurs, on se demande, au moment où on le voit, on se demande à quoi sert ce pouvoir. On se dit, ça va peut-être servir plus tard dans l'histoire. Eh bien, pas du tout. C'est juste là pour impressionner les enfants. On illumine les minerais comme on illumine un sapin. Ça ne servira absolument à rien dans l'histoire. C'est juste pour nous dire que ce sont des créatures magiques. Voilà. On nous dira d'ailleurs qu'ils ont plus de 300 ans. On y reviendra. Et donc, ces 7 créatures magiques vont rentrer du boulot. Ils vont tomber sur Blanche-Neige. Dans l'original, Blanche-Neige leur demande de la garder, leur demande de l'abriter. Elle ne sait pas où aller. Et elle leur propose elle-même, de s'occuper de la maison. Et si vous me gardez, je m'occuperai de tout. Je ferai la lessive, la couture, le ménage et la cuisine. La cuisine ? Et d'ailleurs, ça rejoint le conte original. Là, c'était les nains qui proposaient un deal à Blanche-Neige et qui lui disaient « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre, tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. » Ça, c'était dans le conte original des frères Grimm. Donc les deux versions, que ce soit la version Disney originale ou la version des Grimm, les deux versions se rejoignent là-dessus. Et d'ailleurs, c'est parfaitement compréhensible parce que dès lors que Blanche-Neige est la cible de la reine, ça met les nains, ou les créatures magiques, en danger. Abriter une ennemie de la reine, c'est pas une bonne chose pour eux. Grincheux d'ailleurs au départ ne veut pas la garder, surtout à cause de ça. Mais comme elle a fait des choses pour eux, ils ont vu que c'est quelqu'un de généreux, tout simplement. Ils l'ont très rapidement adoptée et décidé de la garder avec eux. Dans la nouvelle version Disney 2025, tout ça, il n'en est absolument pas question, évidemment. Une fois que Blanche-Neige a fait connaissance avec les nains, elle leur dit « Bon, je dois y aller, parce que je suis poursuivie par la reine, je ne peux pas rester ici. La reine me recherche. » Et ce sont les nains qui lui disent « Oh non, 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 reste !» On part d'une situation où on avait cette notion de contrepartie, avec cette notion de rôle. La femme qui s'occupe bien de la maison, les hommes qui vont affronter l'extérieur, qui vont accepter le danger et qui vont aussi accepter le rôle de pourvoyeur. C'est-à-dire c'est eux qui vont aller chasser. Et cette notion de rôle, évidemment, c'est la hantise des progressistes, féministes modernes. Donc il n'en est absolument pas question. Disney a donc effacé tout ça. Et du coup, il reste quoi? Pourquoi les nains, enfin les créatures magiques, proposent à Blanche-Neige de rester? Eh bien simplement parce qu'ils sont gentils. Cette notion donc de contrepartie est complètement effacée. Et c'est Blanche-Neige qui daigne bien, parce qu'elle entend le tonnerre dehors, elle entend un éclair, et donc elle leur dit « Je veux bien rester cette nuit ». Donc c'est elle qui daigne rester. Cette scène représente parfaitement l'entitlement, cette mentalité moderne qu'ont les femmes à penser que tout leur est dû. Et c'est quelque chose qui est très encouragé par les réseaux sociaux, très encouragé par certains films, penser que tout leur est dû. L'homme doit faire ceci, cela, cela, cela. Voilà la liste de ce qu'un homme doit faire. Les rôles traditionnels des hommes, ils doivent les garder. Par contre, quand on posera la question, quel est le rôle des femmes aujourd'hui? Quel rôle? Si l'homme a tel ou tel rôle, quel est le rôle des femmes aujourd'hui? Là, silence. Silence radio. Criquet. Cette scène représente parfaitement l'ingratitude féminine encouragée par les médias, les grands médias, ainsi que les réseaux sociaux. La mentalité moderne, qui fait d'ailleurs que les hommes veulent de moins en moins s'engager avec les femmes. Cette idée selon laquelle la femme n'a rien à mettre sur la table.
D'accord? Si vous lui demandez qu'est-ce qu'elle met sur la table, elle vous dit « je suis la table ». Ensuite, on aura une scène où les 7 créatures magiques se chamaillent. Ils ont plus de 300 ans, ils ont la barbe blanche, mais ils sont immatures comme tout. Et ça donnera d'ailleurs l'occasion de montrer les talents de leader de Blanche-Neige. Blanche-Neige, à peine adulte, fait la leçon à ces créatures magiques pluriséculaires. C'est une technique qu'on connaît très très bien maintenant dans les films féministes. On va rabaisser l'autre, on va rabaisser le niveau de l'autre pour faire valoir la femme forte et indépendante qui va montrer donc ses talents de leader. Et dans leur chamaillerie, ces créatures magiques vont mettre le bordel. Ils vont mettre le bordel dans leur maison. C'est alors que Blanche-Neige va leur dire de faire le ménage. Et voilà, tranquillement. Elle est chez les gens, elle dort dans leur lit, elle leur fait la leçon, elle leur dit de faire le ménage. Et c'est censé être ça, sa contrepartie à elle. Sa contrepartie, c'est « je dirige, j'assume mon rôle de leader ». Et les créatures magiques sont très contentes de faire tout ça. Ensuite, juste après que les nains retournent au travail, parce qu'en fait, ils retournent au travail, ils vont bosser à la mine, puis ils reviennent faire le ménage. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et donc, les créatures magiques vont au travail, et là, nous avons Blanche-Neige qui est dans la forêt, et là va apparaître, venu de nulle part, va apparaître le fameux bandit. Le bandit, en fait, c'est un homme que Blanche-Neige avait déjà rencontré au château, qui était venu voler de la nourriture. Il avait d'ailleurs appris à Blanche-Neige que sa belle-mère privait le peuple de richesse et affamait le peuple. Le peuple était affamé à cause de sa belle-mère. Donc elle avait déjà rencontré au château. Et donc là, il apparaît de nulle part. Et de là, nous allons avoir notre histoire d'amour, cette fameuse histoire d'amour. Blanche-Neige et son pseudo-copain vont avoir affaire à des soldats de la reine. Et notre bandit va se prendre une flèche. Il va se prendre une flèche pour Blanche-Neige. Il faut savoir qu'au début du film, Blanche-Neige lui avait donné du pain. Du coup, donc, il était prêt à se sacrifier pour elle. Et le fait qu'il se soit pris une flèche pour elle va faire qu'elle va nourrir des sentiments pour lui. Après ça, ce bandit et sa petite bande, ce voleur et sa petite bande de Robin des Bois vont une nouvelle fois vouloir affronter la reine. Et il va se faire choper. Il s'était déjà fait mettre au cachot au début du film. Et c'est grâce à Blanche-Neige qu'il avait été libéré. Et il suffit donc que les gardes disent à la reine où ils ont trouvé ce bandit pour que la reine retrouve Blanche-Neige. Elle décide alors d'y aller elle-même. Et ça, c'est assez incompréhensible dans ce film-là, puisqu'elle a des tas de gardes. Elle a des troupes. Elle a des troupes de soldats. Donc on se demande pourquoi elle veut y aller elle-même toute seule. Bref, elle décide d'y aller et elle va se déguiser donc en vieille femme méconnaissable. Elle va retrouver Blanche-Neige et elle va réussir à lui faire croquer la pomme. Pendant ce temps, le bandit s'est fait mettre au cachot. Enfin, mettre au cachot. On l'a attaché à une chaîne qui est plantée dans le mur. Et d'ailleurs, il est avec le chasseur. Ils sont dans la même pièce, on va dire. Les deux sont attachés à une chaîne. Le chasseur qui avait trahi la reine. Oui, oui, ce chasseur-là. Me croirez-vous si je vous dis que le chasseur qui n'a pas pu tuer Blanche-Neige, dans l'original, ce chasseur tue une biche et met le cœur de la biche dans le coffret que la reine lui a donné et ramène le cœur de la biche à la reine. Et c'est pour ça que la reine pense pendant un moment que Blanche-Neige a été tuée. Ce n'est que plus tard, lorsque le miroir, lorsqu'elle va demander à son miroir qui est la plus belle, et que le miroir lui dira que c'est Blanche-Neige, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle saura que Blanche-Neige est encore vivante. Ça, c'est dans l'original. Et c'est très cohérent. Dans cette nouvelle version, le chasseur n'a pas pu tuer Blanche-Neige, mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas non plus tuer une biche. Il ne peut pas tuer un animal. Parce que le progressisme de Disney leur interdit de faire ça. Tuer un animal, ce serait presque comme tuer un humain. C'est la lutte contre le spécisme. Et donc, que va faire ce chasseur? Il va prendre une pomme, tout simplement, il va prendre une pomme, oui, il va prendre une pomme, vous avez très bien entendu, il va prendre une pomme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est noir. Disney identifie ce personnage comme un bon personnage, puisqu'il n'a pas pu tuer ni Blanche-Neige, ni la biche, d'ailleurs. Donc Disney s'est dit que ce serait une bonne chose que ce personnage soit noir.
pour représenter la diversité. Le souci, c'est que lorsqu'il met la pomme dans le coffret et qu'il ramène ça à la reine, le spectateur ne peut s'empêcher de se demander est-ce que ce type ne serait pas complètement idiot? Est-ce qu'il a décidé de se sacrifier, de se suicider? Et voilà comment le progressisme se mord la queue, se mélange les pinceaux. Il est peut-être gentil, ce noir, mais qu'est-ce qu'il est idiot? Voilà ce que se dit le spectateur. Il est bête ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? Et là, on va voir une nouvelle facette du progressisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il n'est rien arrivé à ce chasseur? Absolument rien. Ni le bandit, ni lui ne vont souffrir de quoi que ce soit. Je vous ai dit, on va les accrocher à une chaîne qui rentre dans le mur, qui est piquée dans le mur. Ils vont tirer à deux, ils vont simplement tirer, ils vont se libérer comme ça, tous les deux. Et c'est comme ça que le bandit va retrouver Blanche-Neige, et c'est là qu'il pourra lui faire le fameux baiser. Là, il n'y a pas de problème de consentement. On nous avait dit que le prince qui avait embrassé Blanche-Neige dans le Disney original, le prince qui l'avait embrassé, donc sauvé, le prince qui avait sauvé Blanche-Neige, était un harceleur, limite un violeur, parce qu'il a embrassé Blanche-Neige sans son consentement. Évidemment, là, Disney a réglé le problème, puisque Blanche-Neige avait donné son consentement au départ quand elle avait failli embrasser le bandit. Donc là, il n'y a pas de souci, le bandit arrive et embrasse Blanche-Neige, qui se réveille. Lorsqu'elle se réveille, elle se dit « Il faut que je récupère le royaume de mon père ». Lorsqu'elle dit « Je vais reprendre mon royaume », nous on se dit « Comment elle va faire ? Comment va-t-elle faire pour renverser la reine ?» Et on se dit « C'est peut-être maintenant même que le film commence. Parce que comment elle va mener cette révolution ?» Eh bien, on aura très rapidement la réponse. Blanche-Neige arrive devant le château. En fait, le royaume, c'est juste le château. Il y a quelques maisons autour. Blanche-Neige arrive. Et là, c'est très intéressant parce que ça nous donne la manière dont le progressisme féministe conçoit le pouvoir et plus exactement l'accès au pouvoir. Blanche-Neige va se retrouver devant une petite bourgade, en fait. Il y a des gens qui sont là. On nous dit bien au début du film que ça faisait depuis très longtemps que Blanche-Neige n'était pas sortie du château. Depuis qu'elle était toute petite, elle avait disparu en fait, pour les gens du royaume. On l'avait même oubliée. Là, elle débarque, elle va enlever sa capuche, et là, les gens vont la reconnaître tout de suite. Elle ne va même pas prononcer un mot. Elle va avancer tout droit, elle sourit, elle avance tout droit, et tout le monde se rassemble derrière elle. Je vous dis littéralement, elle n'a pas prononcé un seul mot. Tous les gens se rassemblent derrière elle. Quand vous voyez l'image où il y a les gens derrière elle, il y a les deux lances, il y a les gardes qui lui disent de s'arrêter. Quand elle fait face aux gardes, qu'elle brave un peu comme ça du regard les deux gardes en face d'elle, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses avant pour que le peuple soit derrière elle. En fait, il ne s'est absolument rien passé. Elle vient d'arriver. Elle arrive devant les gardes, la reine arrive, la reine se présente devant elle, et là on se dit qu'est-ce qui va se passer? La révolution, la révolte, en plus on voit les 7 nains, enfin les 7 créatures magiques qui passent par une autre entrée, on se dit qu'on se prépare peut-être pour la bagarre, il y a quelque chose qui va se passer, la tension monte, et la reine va avancer vers Blanche-Neige, va faire apparaître un couteau de glace, va le donner à Blanche-Neige et va lui dire « Si tu veux le pouvoir, prends-le ». C'est la reine qui donne la lame à Blanche-Neige et qui dit « Vas-y, plante-moi si tu veux récupérer le pouvoir, si tu veux le royaume, plante-moi et que tu le récupères ». Alors pour plein de raisons, Blanche-Neige ne va pas le faire. Disney se rappelle quand même qu'elle est censée représenter la pureté quand même. Donc Blanche-Neige ne va pas la planter. Du coup, la reine lui reprend la lame, donne la lame à un de ses gardes en lui disant de tuer Blanche-Neige devant tout le monde. Et au moment où le garde avance vers Blanche-Neige, elle lui dit « Paul, tu t'appelles Paul, ta femme s'appelle comme ça. Tu étais paysan, tu cueillais tel fruit à tel endroit. » Ensuite, elle regarde un autre garde et lui dit « Mathieu, tu étais boulanger. Ta femme, elle faisait ça, etc., etc. » Arthur, William, et parle aux gardes qui sont autour d'elle. Et elle leur dit « Est-ce que vous vous souvenez de comment c'était bien avec mon père ?» Et là, les gardes disent « On se souvient. » Et donc, ils jettent les armes. Voilà, c'est ça la révolution, en fait. Okay, ça dure, vraiment, je vous dis, ça dure 10 minutes à tout casser. La révolution, entre le moment où elle débarque devant le château
Et le moment où c'est réglé, ça fait même pas 10 minutes. C'est la fin du film en fait. Et ce qui est assez sidérant, c'est la facilité. La facilité avec laquelle ça a été fait. Elle arrive, elle sourit, elle enlève juste sa capuche, elle sourit, elle dit pas un mot, elle avance tout droit, elle arrive devant les gardes, elle dit « Pierre-Paul Jacques, je me souviens de vous, voilà ce que vous faisiez avant, est-ce que vous vous souvenez de comment c'était bien avec mon père ?» C'est terminé. La révolution est faite, la reine qui s'écrie « Non !» et les nains, les créatures magiques qu'on avait vues passer par une autre issue, eh bien ils servent à rien du tout. Ils sont juste venus s'aligner dans la cour du château. Enfin, on arrive au dénouement. La reine a été éjectée, c'est la fête. On a Blanche-Neige qui danse avec son pseudo-amoureux. Ils se sont quand même embrassés. Ils restent à distance. Et le dernier plan filmé, c'est celui-là. Ce n'est pas un montage de ma part. Voilà la dernière image filmée que Disney propose aux spectateurs. Ils ont coupé son amoureux au niveau du cou. On ne voit pas son visage, ils ont coupé son visage. Je vous rappelle que c'est un projet à plus de 400 millions de dollars. Ça rappelle, vous savez, quand vous aimez bien une photo de vous et que vous n'aimez pas la personne qui est à côté de vous. Vous coupez comme ça, vous coupez la personne. Vous voyez? C'est exactement ça, mais en pire. Ça veut dire, même pour vos photos Facebook, même pour une photo que vous allez mettre sur votre Facebook, vous n'allez pas couper quelqu'un comme ça. Mais là, ils ont fait exprès de le faire. C'est pour bien nous signifier que l'important, c'est Blanche-Neige. Dans le Blanche-Neige Disney original, la dernière image, c'est le prince qui emmène Blanche-Neige sur son cheval blanc. Là, ils ont coupé la tête de son soi-disant amoureux pour bien vous montrer, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, que l'histoire d'amour entre les deux est complètement anecdotique. En fait, on s'en fiche de lui complètement. Il a sans doute été rajouté au reshoot, mais en tout cas, ils tiennent absolument à vous dire là qu'il est anecdotique. Et c'est pas fini. Dans l'original, nous avons un petit écriteau où ils nous disent « Ils vécurent heureux, même après. Even after ». Dans ce nouvel opus, il n'y aura rien d'écrit, il y aura juste cette image. Voilà. C'est pour encore enfoncer le clou. Ce qui est important dans le film, c'est Blanche-Neige. C'est moi. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, Disney veut bien vous dire « On n'a pas besoin des hommes ». C'est Blanche-Neige toute seule qui a récupéré son royaume, qui a repris le pouvoir en un clin d'œil et qui est très heureuse parce qu'elle a récupéré le pouvoir en un claquement de doigts. Voilà comment se termine ce magnifique chef-d'œuvre. Le film est déjà un énorme flop, mais Rachel Ziegler avait encore quelque chose à nous dire. Elle va publier ce post, cette publication, dans laquelle elle est toute seule avec son ou sa caméraman. Elle est toute seule dans une salle de cinéma vide et elle acclame son nom qui apparaît à l'écran. Voilà. Voilà sa réponse à ce qui est en train d'arriver. Elle est le parfait produit. Rachel Ziegler est le parfait produit de la société moderne, de la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Disney essaye de faire d'elle le bouc émissaire de tout ce qui s'est passé, mais tout ce qu'elle avait dit avant, la manière dont elle avait dénigré la version originale, il faut dire qu'elle était exactement sur le même diapason que Disney. Et c'est pour ça que les gens en veulent à Disney, c'est parce que si vous n'aimez pas Blanche-Neige, si vous n'aimez pas l'histoire de Blanche-Neige, laissez Blanche-Neige tranquille. Faites une autre histoire avec une femme masculine. Si vous n'aimez pas Blanche-Neige, si vous trouvez que Blanche-Neige c'est trop patriarcal, faites autre chose. Eh bien non, Disney ne veut pas faire quelque chose de nouveau. Ils veulent profiter de quelque chose qui a marché. Le nom Blanche-Neige représente une marque. Cette firme prend des licences et elle essaye d'exploiter ces licences, alors même que Disney déteste l'identité de ces licences. Les gens n'ont pas du tout aimé ça. Ce film est un flop amplement mérité. C'était Cameron, diffusion 75. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit like au vu de ce que votre humble serviteur a été prêt à endurer pour vous. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.